Mathias, merci de m'avoir rejoint. Voilà. Mon domicile du cinéphile fou pour évoquer cette année. On va inaugurer le principe des vidéos du samedi et on va garder l'idée du double feature qui va nous permettre d'aborder deux films. On a un fil conducteur cette année. C'est un peu le train fantôme de l'opéra, puisque c'est le roman de Gaston Leroux auquel on va s'intéresser dans le cadre de notre série sur les adaptations. Tout le mois, les 4 samedis, on sera sur plutôt 2 adaptations distinctes du fantôme de l'opéra. Alors c'est un feuilleton au départ, paru sous forme de feuilleton, d'épisodes dans un quotidien, sur environ 4-5 mois et qui donne lieu à partir, donc entre 1909 et 1910, et à partir de 1910, le roman sort normalement aux éditions Lafite. C'est un gros roman. C'est un long roman. Un long roman. On peut dire un gros roman, je crois. Un gros long roman. Le fantôme de l'opéra, c'est, comme c'est à la mode dans une littérature fantastique de cette époque, un récit qui est présenté comme une enquête authentique, comme le témoignage de l'auteur qui se met en scène comme un enquêteur, essayant de débrouiller le vrai du faux sur une rumeur, en l'occurrence celle d'un fantôme hantant l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier. Et donc le roman consiste en un emboîtement de points de vue, donc celui de l'auteur lui-même, et qui donne la parole au gré des chapitres et des épisodes à d'autres personnages qui, à tour de rôle, racontent des épisodes. Alors quand je dis ça, ça a l'air d'être très élaboré. On imagine qu'il va changer de style à chaque chapitre. Voilà, bon, c'est pas le cas. Dès le départ, le fantôme est déjà là. Il n'y a pas d'apparition du fantôme. L'opéra nous est présenté, il me semble, via des directeurs, enfin des personnages secondaires, et le fantôme est déjà là, il y a des rumeurs sur sa présence. Et le roman va nous raconter un moment où sa présence se fait de plus en plus sentir et où un drame va se nouer autour de Christine Daae. Cette fameuse jeune soprane qui, le soir de l'ouverture du roman, enfin le soir où se déroule la première scène du roman, chante pour la première fois le rôle de Marguerite dans le Faust de Gounod, remplaçant au pied levé la diva habituelle Carlotta, qui s'est trouvée indisposée pour pouvoir chanter ce soir-là. Et bien que Christine chante depuis des années à l'opéra, ce soir-là, elle est révélée au public comme jamais. Elle chante d'une façon extraordinaire, et elle est projetée sur les feux de la rampe. Devant les feux de la rampe, elle devient une vedette. Voilà. Tombe amoureux d'elle, à peu près à ce moment-là, lors de cette soirée-là, un jeune spectateur qui la connaissait, ça on l'apprend après, qui la connaissait de son enfance. Ce jeune spectateur, c'est donc Raoul de Chagny, et qui décide de lui faire la cour. Voilà. Alors on ne va pas vous raconter tout le livre. Donc se noue une rivalité amoureuse entre le fantôme qui œuvre dans l'ombre à la reconnaissance de Christine et à son succès, et qui est d'une certaine façon amoureux d'elle, on verra de quelle façon, et Raoul de Chagny qui veut la conquérir aussi et en faire son épouse. Voilà. Et au gré de différents épisodes plus ou moins dramatiques et violents, cette jeune femme va être disputée par ces deux hommes. Voilà. En réalité, on se rend compte à la fin que c'est un roman d'illusion, il n'est pas un roman fantastique. Le petit échange qu'on avait eu sur la question du genre, c'est que pour moi, dans ce roman, il est assez évident que c'est le feuilleton qui fait le genre, c'est-à-dire que dedans, on trouve un peu de tout. On trouve un peu tout ce qu'on veut ou tout ce qu'on veut bien y trouver. Il y a des moments qu'on va, suivant les goûts des uns et des autres, trouver à son goût, d'autres moments qui vont nous ennuyer. C'est un roman qu'on peut dire sans faire forcément une critique. Voilà, on va passer plutôt à une lecture un petit peu plus critique, enfin qu'on peut considérer comme long.
comme relativement indigeste, comme évidemment assez daté, et puis surtout avec très clairement cette logique feuilletonesque qui fait qu'il y a des moments qui ressemblent absolument à aucune autre, et qu'il n'y a pas vraiment de cohérence globale dans l'œuvre. Enfin, alors moi je te rejoins pas sur l'idée que le feuilleton serait un genre en lui-même, je pense que c'est un mode de narration qui induit un certain nombre de réflexes stylistiques qu'on trouve chez beaucoup de feuilletonistes, comme la tendance à rallonger des scènes simplement parce parce que plus c'est long, plus c'est bon, donc pour la prospérité de l'auteur. Ça permet de vendre du papier. Voilà, et aussi avec l'obligation, le principe de vrai dans un genre populaire qui fait qu'on va essayer de satisfaire un peu tous les publics, d'où ce pot pourri de sentimentalisme, de suspense, éventuellement d'horreur, d'action, voilà. D'aventure, bon, on a tout, quoi. Je l'avais lu il y a bien longtemps, je l'ai relu ces derniers jours, et ça marche encore, il y a 2-3 séquences qui fonctionnent très bien, il y a une description un peu fantastique au sens très général du terme de l'opéra, de ses métiers, qui nous replonge aussi à une époque. Voilà, c'est vrai que ce qu'on se disait aussi, ça fait patrimoine. Enfin, aujourd'hui, un truc très patrimonial dans ce texte, mais qui n'empêche pas d'être généreux. On va dire que c'est l'intérêt et la limite du livre pour moi. C'est que, en tant qu'amateur de cinéma fantastique, de littérature fantastique, c'est une lecture forcément intéressante parce que même dans cette chapelle qui est la nôtre, il y a des classiques. Donc le livre, il est plaisant dans ce sens-là. Après, moi, je me suis raccroché à pas grand-chose dans le livre, quoi. Je trouve que les personnages ne nous atteignent plus tellement, ni dans leur personnalité, ni dans leur façon d'agir, ni dans les interactions qu'il y a entre eux. Bon, on en reparlera au gré du rapport avec les adaptations, mais je pense que à beaucoup de moments, c'est amusant. Alors, je ne sais pas à quel point le roux le souhaitait. Il y a des choses vraiment assez drôles. Et oui, c'est quand même souvent assez long et plein de détours. Alors, une des qualités des adaptations dont on parlera, c'est aussi d'avoir fait le tri dans cette narration buissonnante et selon le réalisateur qui est aux commandes, de ramener vers un public plus ciblé ou dans un genre plus ciblé en sélectionnant dans le livre, en reconstruisant à partir de fragments du livre. Voilà. Ce qui est l'intérêt de regarder suivant les époques, puisqu'une fois encore c'est un roman qui a quand même un siècle, enfin plus d'un siècle, donc, qui vraiment est très daté 19e siècle. On n'est pas encore au 20e siècle, même si c'est 1910, on est encore dans une... on va dire des schémas à tout point de vue qui sont ceux du siècle précédent. Donc c'est vrai que voilà, il y a maintenant un écart tel que ça renseigne aussi sur ce qui demeure de cette histoire quand même un peu séminale, pour le genre, enfin pour l'histoire tout au moins, pour ce personnage, et qui, on s'en rendra compte, peut-être il n'en reste pas grand-chose finalement au fur et à mesure des adaptations. Comme c'est le jeu de beaucoup d'adaptations littéraires, de grands mythes fantastiques qui ont une postérité, notamment à travers le cinéma. Je voulais dire aussi par rapport au roman que, en fait, moi, c'est un roman dans lequel j'ai pas trouvé ce que je venais chercher. C'est-à-dire l'idée qu'on se fait de ce que peut être le roman du Fantôme de l'Opéra sans l'avoir lu, à savoir une histoire d'amour tragique dans une ambiance gothique, presque victorienne, voilà, quelque chose de brouillard à Paris, jeu d'ombre, quelque chose d'assez anglais. C'est pas du tout le cas. C'est truculent, c'est gaulois, parfois, voilà, c'est complètement, assez, ouais. Voilà. Pareil, moi je l'avais lu étant adolescent, il y a bien longtemps. Tu n'as jamais été adolescent. Tu es toujours connu. 1925, Rupert Julian. Qui date de 1943, de Arthur Lubin. Bon, je m'arrête là, je ne vais pas plus loin.